Bon, il est 11h03. On va pas plus attendre pour ceux qui étaient à l'heure. Merci beaucoup encore une fois de votre présence. Aujourd'hui, je vais peut-être demander à Paul Savary et Claire Godet d'allumer leur caméra s'ils veulent bien qu'on voit les intervenants. Alors, on a une slide, je vais vous les présenter un peu plus loin. Voilà, les trois intervenants s'affichent normalement. Donc, bienvenue à ce webinaire dédié à la présentation de l'avancement des travaux menés sur GraphHub et notamment sur les graphes paysagers en général. Donc, nous essayons chez ARPAS France de faire au moins un événement annuel pour présenter l'avancement des travaux. C'est un sujet que nous suivons depuis de longues années à travers des partenariats financiers, techniques, avec les différentes structures justement qui vont vous être présentées un peu plus loin. Et donc GraphHub, c'est toute une équipe scientifique, mais aussi territoriale et à travers des entreprises comme ARPAS France qui travaillent et qui participent au développement de cet outil qui vous sera présenté un peu plus loin. Donc s'il y en a eu qui sont arrivés entre-temps, je vous rappelle que vous pouvez prendre 20 secondes pour répondre à l'enquête que nous avons préparée. C'est vraiment 3 petites questions qui vont très vite et dont on va montrer les résultats d'ici quelques slides. Donc, un petit mot d'introduction avant de vous présenter les intervenants et puis de leur laisser la parole, évidemment, surtout. ARPAS France, je l'ai dit, travaille sur les graphes paysagers et notamment à travers l'outil GraphHub qui permet de les modéliser depuis plusieurs années. 3 raisons principales ont poussé ARPAS France à s'engager dans cette aventure qui est scientifique avant d'être technique. Premièrement, nous avons financé une thèse dans la première moitié des années 2010 sur la contribution des espaces verts d'entreprise à la biodiversité. Cette thèse nous a fait prendre conscience que la contribution des espaces verts en réseau était beaucoup plus forte que si on les prenait un par un. Donc, pour résumer un peu vulgairement, 1 plus 1 égale 3, si on arrive à réfléchir vraiment dans cette logique de réseau, qui est une prise de conscience assez forte, qui a été une prise de conscience assez forte pour nous, notamment sur le milieu urbain. Le deuxième sujet qui est purement scientifique, c'est que la fragmentation, donc ce qui est la cause de perte de connectivité écologique, est une des 5 grandes causes d'érosion de la biodiversité. Et donc si on veut être acteur et être de bons conseils pour nos clients qui veulent conserver la biodiversité, c'est un sujet que nous devons traiter. Or, c'est un des sujets les plus complexes à traiter probablement opérationnellement, parce qu'on est obligé de se projeter sur des échelles qui dépassent strictement le site d'études, si on étudie un site, mais on peut aller jusqu'à une échelle nationale, internationale, intercontinentale des fois, si les objets d'études sont très ambitieux. Et donc, nous avions besoin d'un outil pour traiter ces sujets, de pouvoir les traiter dans un délai et dans un budget raisonnable pour une opération. Il fallait trouver les outils qui étaient assez robustes scientifiquement et applicables opérationnellement. Et donc je dis, et ça c'est mon 3e point, je dis souvent que c'est une approche scientifique certes, mais l'outil GraphHub reste très opérationnel et même si de nombreux travaux continuent à améliorer l'outil, il reste très opérationnel et on a de nombreux cas d'application justement de GraphHub. On va vous en montrer certains aujourd'hui, il y en a plein d'autres qui seront présents notamment sur un livret que je vous présenterai à la fin. Donc voilà, cette approche-là, elle est très importante pour ARPAS France et nous la poursuivons depuis plusieurs années, nous la poursuivrons encore de longues années tant que les sujets opérationnels seront à traiter. J'essaye de passer ma slide, je vais y arriver. Voilà, ça y est. Un petit mot sur ARPAS France très rapidement. Donc nous sommes un cabinet de conseil en immobilier.
même si dans le traitement d'un certain nombre de sujets pour nos opérations et pour nos clients, nous avons besoin d'aller sur des échelles qui vont au-delà de l'immobilier. Le premier, évidemment, c'est l'échelle de la ville ou du quartier ou de la ville, où nous devons nous intéresser à cette échelle pour pouvoir donner du sens à nos opérations immobilières. Et évidemment, sur certains sujets comme Grafab notamment, nous allons jusqu'à l'échelle du territoire, qui est l'échelle la plus pertinente pour travailler le sujet de la connectivité écologique. Donc, vous voyez nos axes stratégiques que nous traitons à travers nos 4 pôles d'activité. Donc je vais passer parce que vous les avez lus. Je vais surtout me concentrer sur nos pôles d'activité. Donc le premier pôle que j'ai le plaisir d'animer est le pôle biodiversité et biophilie d'Arpastrans, qui porte le doux nom de Gondwana. Vous le verrez écrit un peu plus loin. Et je vais le présenter, c'est le seul que je vous présenterai aujourd'hui en détail. Nous avons également un pôle immobilier responsable qui s'appelle Astrans et qui porte le conseil environnemental sur les opérations de quartier et de bâtiments, avec notamment un prisme très fort sur les grands sujets environnementaux et notamment climatiques. Nous avons également un pôle conseil innovation qui contribue à l'élaboration des stratégies immobilières pour nos clients et qui peuvent aller jusqu'à la programmation, voire le management de projets pour des opérations complexes. Et nous avons un pôle design et aménagement d'espace de travail. Et donc, nous contribuons, nous aidons nos clients à concevoir leurs espaces de travail et les accompagnons sur toute la chaîne de valeur. Donc, un petit focus sur Gondwana. Nous travaillons sur 3 piliers d'activité principale. Premièrement, nous avons une approche conseil et stratégie, que ce soit pour nos clients publics ou privés, où nous sommes capables de nous projeter sur des stratégies biodiversité à l'échelle, encore une fois, soit d'un territoire pour un territoire ou pour une entreprise. Et ensuite, nous avons toute une panoplie d'outils comme la cartographie des patrimoines. Donc, en utilisant les outils géomatiques, nous sommes capables de cartographier un patrimoine foncier ou industriel ou autre, et mesurer leurs impacts macro sur la biodiversité, sortir des plans d'action. Et puis sur des territoires, nous sommes capables de nous projeter sur de la connectivité écologique, des trames vertes et bleues, etc. Le deuxième pilier, il est beaucoup plus opérationnel et lié généralement à des sites où nous déployons nos expertises naturalistes à travers des inventaires faune-flore, des diagnostics écologiques, des diagnostics zones humides, mais également des diagnostics phytosanitaires des arbres. Et puis le troisième pilier qui est extrêmement important parce que généralement c'est celui que nous oublions toujours de faire à la fin, c'est bien la valorisation. Tout d'abord la valorisation de tout ce travail, de toutes ces démarches pour l'utilisateur final à travers des outils d'animation physique comme les animations, les ateliers, les workshops, etc. Mais également la pédagogie écrite, que ce soit à travers des panneaux, des outils numériques. Et puis la valorisation pour les parties prenantes et pour le marché à travers notamment les labels qui commencent à être très nombreux sur la place. Les labels liés à la biodiversité, évidemment. Excuse-moi, Gwenaëlle Chabroulet, il faut que tu parles moins proche de ton micro. C'est trop fort. Vas-y légèrement. D'accord, merci. Je parle un peu plus loin. Effectivement, comme j'ai pas un casque de DJ qui me fait un rétro-son, j'avais pas l'information. Merci. Donc, dans tous les cas, je vais laisser assez rapidement la parole. Je vais vous présenter nos intervenants et notre intervenante. Donc, Claire Godet, qui est ingénieure d'études en écologie et qui a porté différentes missions liées à l'utilisation de Grafab et qui va nous présenter son travail sur le projet Tramar qui a été mené en Île-de-France. Paul Savary, qui est doctorant CIFRE et donc qui est en train de faire sa thèse et qui va nous présenter justement l'application des graphes paysagers et leur interaction avec les données génétiques.
et moi-même donc je vais avoir l'occasion de vous parler à la fin d'un exemple d'application de GraphHub en milieu urbain, et puis je vous ferai une petite liste d'autres sujets qui pourraient être pour lesquels GraphHub pourrait être utilisé. Je vous propose deux temps de questions-réponses. Premièrement, je vais laisser la parole à Paul Savary pour nous faire une petite définition de la connectivité écologique, parce qu'on en parle beaucoup, mais je pense que c'est bien de prendre quelques minutes pour redéfinir le sujet et l'importance écologique que porte la conservation de la connectivité écologique. Et puis un petit mot sur l'outil GraphHub, un mot technique. Je vous propose un temps d'échange suite à ces définitions. Mais avant de laisser la parole à Paul, on va peut-être aller voir les résultats du questionnaire, si vous voulez bien. Hop, je vais découvrir avec vous. J'espère que vous avez répondu un petit peu au questionnaire. Alors, 21 réponses quand même, super. Donc, on voit que à la question « Êtes-vous familier à la notion de connectivité écologique ?» on voit que une majorité des participants soit sont familiers, soit sont vaguement familiers à la question. Donc, nous avons un public averti et on va peut-être réussir à faire basculer aujourd'hui les vaguement vers le oui grâce à cette première partie. Pour la deuxième question, pensez-vous que la connectivité est importante pour la conservation de la biodiversité? Alors, je tiens à saluer la sensibilité de notre public aujourd'hui qui est quasiment unanime. Et j'espère qu'on pourra la personne qui a dit non, j'espère qu'on pourra la convaincre aujourd'hui. Alors, sans jugement de valeur, hein, on pourra la convaincre que ce sujet est important. Et puis enfin, connaissez-vous l'outil GraphHub? Super, on s'est pas réunis pour rien aujourd'hui. On va essayer effectivement de présenter l'outil et de convaincre de son utilité aujourd'hui grâce à ces interventions. Voilà, super. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu. Ça nous permet aussi, et nos intervenants notamment, de pouvoir situer le niveau de connaissance sur ces sujets. Donc, je repasse sur la présentation et je laisse la main à Paul. Très bien, donc merci beaucoup Tolga pour cette introduction. Donc désormais, moi, je vais vous faire, comme l'a annoncé Tolga, une présentation qui sera en deux parties. Une première partie durant laquelle je vais rappeler l'importance de la connectivité écologique pour la biodiversité et la façon dont on peut l'analyser avec l'outil GraphHub en créant des graphes paysagers. Et dans un second temps, après vos questions, j'aborderai plus en détail les travaux que je réalise dans le cadre de ma thèse. Donc, je vais tout d'abord rappeler l'importance de la connectivité écologique pour la biodiversité. Et pour cela, il est important de repréciser de quoi on parle quand on parle de biodiversité. Donc la biodiversité, c'est l'ensemble des formes de vivants que l'on retrouve sur la planète. On rencontre une diversité d'écosystèmes, il y a des garrigues, des tressapinières, etc., tout un tas d'écosystèmes. Au sein de ces écosystèmes, on a une diversité d'espèces, et au sein des espèces, on a de la diversité génétique. Et ces trois composantes de la biodiversité sont en train de se détériorer. Le signal d'alarme a été tiré il y a déjà plusieurs années. Et l'IPBES, la plateforme intergouvernementale d'experts scientifiques sur cette question, le rappelle dans chacun de ses rapports. Pourquoi la biodiversité s'érode? Eh bien, tout d'abord, il y a des problèmes de surexploitation des ressources naturelles. Il y a des pollutions, on parle beaucoup actuellement du changement climatique. La problématique des espèces exotiques envahissantes est également problématique, précisément pour la conservation de la biodiversité. Et enfin, la destruction des habitats naturels est aussi une cause importante d'érosion de la biodiversité. Et c'est sur ce dernier point que je vais à présent me focaliser. La destruction des habitats naturels, elle impacte la quantité d'habitats qui est disponible pour les espèces et elle impacte aussi la distribution spatiale de ces habitats, c'est-à-dire la forme des taches d'habitat qui persistent dans le paysage et l'isolement relatif de ces taches d'habitat dans le paysage. Et ces deux facteurs déterminent la présence des espèces et le déplacement des espèces.
Le degré auquel le paysage facilite ou limite les mouvements d'organismes entre des tâches de ressources est ce qu'on appelle la connectivité écologique. Et cette connectivité, elle dépend de la surface des habitats. Plus il y a de quantité, plus la quantité d'habitats est importante, plus on aura une bonne connectivité forcément. Mais elle dépend aussi de l'isolement relatif des tâches d'habitat qui persistent dans le paysage, indépendamment de leur taille. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment en est-on arrivé à étudier la connectivité écologique? Comment s'est-on rendu compte que les déplacements des espèces étaient importants pour le maintien de la biodiversité? Eh bien, pour cela, il est important de revenir en arrière, de revenir avec les premiers travaux, des travaux pionniers en écologie, ceux de MacArthur et Wilson, qui, en 1967, s'intéressaient à la diversité d'espèces que l'on pouvait observer sur des îles au sein d'archipels. Et ils ont observé que plus les îles étaient grandes et proches du continent, plus on y trouvait d'espèces différentes. Pourquoi? Parce que si une île est grande, un grand nombre d'espèces peut cohabiter sur la même île. Et si l'île est proche du continent, eh bien, il sera plus facile pour les espèces du continent de coloniser cette île. Et à l'inverse, quand une île est petite et éloignée du continent, il y aura peu d'immigration sur cette île et le taux d'extinction sur cette île de petite taille sera élevé. Cette théorie, qu'on appelle théorie de la biogéographie insulaire, a ensuite été extrapolée au milieu terrestre et on a considéré des tâches d'habitat, par exemple des tâches d'habitat forestier, au sein d'une matrice paysagère, une matrice agricole par exemple, perçue comme hostile. Et on s'est rendu compte que plus les tâches de forêt étaient grandes et proches des grands massifs forestiers, plus on y trouvait une diversité d'espèces. C'est de cette façon-là qu'en extrapolant cette théorie de la biogéographie insulaire, on s'est rendu compte que la connectivité écologique des tâches d'habitat en milieu terrestre garantissait aussi une diversité des espèces que l'on trouvait dans les tâches d'habitat au sein de la matrice paysagère. Donc, premier point, la connectivité écologique garantit la diversité spécifique. Ensuite, pour une espèce, il y a également un intérêt à se disperser pour limiter son risque d'extinction globale. Considérons une espèce qui peut occuper différentes tâches d'habitat dans le paysage. Cette espèce va pouvoir coloniser différentes tâches d'habitat et de façon aléatoire, en raison de phénomènes climatiques ou d'épidémies, cette espèce va parfois s'éteindre de certaines tâches d'habitat. Eh bien, si la connectivité écologique est suffisante, l'espèce va pouvoir recoloniser les tâches d'habitat dans lesquelles elle s'est éteinte. Et de cette manière-là, comme l'espèce occupe différentes tâches d'habitat, elle va épandre son risque d'extinction globale. Et grâce à la connectivité écologique, suite à une extinction locale, elle va pouvoir recoloniser ces tâches et limiter son risque d'extinction globale, justement. Et donc, la connectivité écologique dans des métapopulations va limiter le risque d'extinction de l'espèce. Et c'est les travaux notamment de Ilka Hansky qui ont permis de montrer ça. Enfin, troisième point, la connectivité écologique maintient la diversité génétique au sein d'une espèce, et c'était le troisième niveau de biodiversité que j'évoquais précédemment. Pourquoi? Parce que, de façon naturelle, la diversité génétique dans une population a tendance à diminuer. Pourquoi? Parce que tous les individus ne peuvent pas transmettre l'intégralité de leur patrimoine génétique à leur descendance. Si la connectivité écologique est suffisante, des individus vont pouvoir se déplacer d'une tâche d'habitat pour aller coloniser une autre tâche d'habitat et s'y reproduire. Et ainsi, ils vont pouvoir apporter de la variabilité génétique dans une tâche d'habitat dans laquelle la diversité génétique aura peut-être diminué par le passé. Et ainsi, la connectivité écologique va permettre de maintenir une forte diversité génétique et elle va diminuer les différences génétiques qui pourraient émerger entre des populations. À l'inverse, s'il n'y a pas de connectivité, la diversité génétique va avoir tendance à diminuer et sans que cette diminution soit contrebalancée par l'arrivée de migrants importants de la diversité génétique, eh bien, il va y avoir des problèmes de consanguinité qui, in fine, vont causer l'extinction de l'espèce, de la tâche d'habitat considérée. Donc, en résumé, la connectivité écologique favorise la diversité des espèces, elle limite le risque d'extinction des espèces qui occupent plusieurs tâches d'habitat et elle va maintenir la diversité génétique au sein de ces tâches d'habitat. Et on pourrait rajouter le fait que la connectivité écologique est aussi quelque chose de crucial à une heure où certaines espèces, notamment en raison du changement climatique, changent d'aire de distribution. Il faut qu'elles puissent se déplacer pour changer d'air et cette connectivité va avoir un rôle à ce moment-là. De la même manière, cette connectivité va faciliter les migrations saisonnières des oiseaux, des amphibiens par exemple,
ainsi que les mouvements quotidiens des espèces pour accéder à certaines ressources. Donc, il apparaît au vu de tout cela que la connectivité écologique est un paramètre à protéger pour conserver la biodiversité. Et les politiques publiques se sont saisies de cet enjeu il y a déjà plusieurs années. On peut trouver dans la directive européenne Habitat, dès 1992, dans l'article 10 de cette directive, un encouragement de l'Union européenne dirigé vers les États membres qui les incite à protéger des éléments du paysage qui contribuent à la migration, à la distribution géographique, à l'échange génétique au sein des espèces sauvages. Cette directive va donner naissance au réseau Natura 2000, en France notamment et dans tous les autres États membres. Et en France plus particulièrement, suite au Grenelle de l'environnement en 2007, la politique de trame verte et bleue a été lancée. Et cette politique oblige les collectivités territoriales à cartographier des espaces qui constituent des réservoirs de biodiversité et à cartographier les corridors qui assurent le déplacement des animaux, des végétaux entre ces réservoirs de biodiversité. Et donc, depuis 2007, un important travail a été réalisé dans les territoires pour cartographier ces espaces qui garantissent la connectivité écologique. Pour cela, les gestionnaires, les modélisateurs doivent modéliser donc la connectivité écologique. Et pour cela, ils ont beaucoup d'options à disposition. Et quand un modélisateur choisit un modèle, il faut qu'il considère le coût que va représenter la création de ce modèle. Et il faut aussi qu'il ait à l'esprit que même le meilleur modèle ne reproduira pas exactement la réalité écologique. Donc, un modèle, plus il est complexe, plus il va approcher une certaine qualité maximale qui sera plus ou moins éloignée de cette réalité écologique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à mesure que le coût du modèle augmente, au bout d'un certain moment, on peut passer énormément de temps, acquérir énormément de données pour réaliser ce modèle, le gain en qualité sera moindre. Et donc, le modélisateur a plutôt intérêt à choisir le modèle qui lui garantit un optimum entre le coût investi pour réaliser son modèle et la qualité du modèle qui en résulte. Et pour cela, la méthode de modélisation basée sur les graphes paysagers est un bon compromis entre la complexité et la qualité du modèle. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à étudier la connectivité des tâches d'habitat sous la forme d'un réseau. Dans ce réseau, on va avoir des nœuds qui vont correspondre à des tâches d'habitat et on va avoir des liens qui vont correspondre au chemin de dispersion potentiel entre ces tâches d'habitat. Et une fois qu'on a créé ce réseau, ce graphe, qu'on appelle un graphe paysager, on va pouvoir mobiliser des concepts développés dans le cadre de la théorie des graphes en mathématiques, notamment pour identifier les tâches d'habitat les plus importantes. Et je vais à présent vous montrer un exemple très basique d'utilisation du logiciel Graphab qui a été développé au laboratoire Théma à Besançon, qui est un outil gratuit qui permet précisément de créer ces graphes paysagers à partir de données d'occupation du sol. Paul, excuse-moi, je t'interromps juste une seconde. Je suis un très mauvais hôte et j'ai oublié de donner les conditions du webinaire à nos invités. Je te vole 30 secondes pour le faire. Alors, ce webinaire est enregistré. Donc, nous sommes dans l'obligation de vous le dire avec quelques minutes de retard, mais je vous le dis quand même. Et pour la session de questions-réponses que nous allons avoir, les deux sessions même, vous avez un module questions-réponses qui vous est fourni sur la petite barre en haut ou en bas en fonction de votre version de Zoom. Donc, nous vous invitons à poser vos questions dans ce module et pas dans la conversation. Voilà, j'ai tout dit. Excuse-moi, Paul, pour l'interruption. Aucun problème, Tolga. Je vais donc reprendre et je vais vous montrer un exemple d'utilisation du logiciel Graphab. Donc, à partir de données d'occupation du sol dans une zone qui est située non loin de Besançon, dans la vallée du Doubs. Et je vais m'intéresser à la connectivité des mares et des étangs de cette zone pour le déplacement des espèces d'amphibiens notamment. La première étape, lorsqu'on cherche à construire un graphe paysager, consiste à identifier les tâches d'habitat des espèces qu'on étudie. Et dans ce cas-là, il s'agit donc des mares et des étangs. On va ensuite chercher à calculer les chemins de dispersion les plus favorables entre ces tâches d'habitat. Pour cela, on va attribuer à chaque type d'occupation du sol un coût, une valeur de résistance au déplacement, et on va calculer quels sont les chemins qui minimisent le coût total de déplacement entre ces tâches. Donc, sur le schéma que vous avez ici, vous voyez que
le chemin qui est à droite entre le point vert et le point rouge est le chemin qui permet de minimiser la somme des valeurs des cases traversées à gauche. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'on crée ce qu'on appelle des chemins de moindre coût entre les tâches d'habitat. Et lorsqu'on applique cette méthode à la carte que je vous ai montrée juste avant, on obtient ces chemins. Donc, ces chemins sont les chemins de moindre coût entre les mares et les étangs de la zone d'étude. On va ensuite considérer que l'espèce qu'on étudie, elle a une capacité de dispersion qui est limitée et qu'au-delà d'un certain coût total, elle ne va plus pouvoir se disperser. Et donc, on va supprimer les liens qui correspondent aux coûts les plus forts et on ne va relier que les tâches d'habitat qui peuvent être reliées par un chemin avec un coût qui est suffisamment faible pour que l'espèce puisse se déplacer en le suivant. Et on obtient donc ce graphe que je représente ici à l'écran. Et à partir de ce graphe, on va pouvoir calculer des métriques qui vont nous indiquer à quel point chacun des nœuds est important pour la connectivité de l'ensemble du réseau. Si ce graphe était le réseau ferroviaire français, eh bien, le nœud correspondant à Paris et ses gares serait le plus gros nœud sur cette cartographie. Ici, on ne parle pas de gare, mais de mare, mais le principe est le même. Et donc, les tâches les plus grandes sur cette carte correspondent aux mares qu'il faut protéger et dont la suppression perturberait la connectivité écologique globale du réseau pour les amphibiens. Alors, cette méthode, elle a été utilisée à de nombreuses reprises depuis la création du logiciel et les méthodes sont encore en cours d'évolution. L'équipe GraphAB a notamment travaillé l'an passé sur l'utilisation de données de terrain pour améliorer ces méthodes d'analyse et c'est aussi ce qui constitue l'objet de ma thèse, dont je parlerai juste après. Des travaux ont aussi montré l'intérêt de ces graphes paysagers pour identifier des zones pour la compensation écologique, c'est notamment les travaux de Laurent Bergès et Simon Tarabon. Et ici, au laboratoire Théma, Anissa Bellil travaille à étudier la façon dont on pourrait utiliser ces modèles de connectivité dans l'élaboration des documents d'urbanisme. Et enfin, chaque année, il y a plusieurs formations CNRS entreprises au laboratoire Théma qui permettent d'apprendre à utiliser le logiciel GraphAB. Et un plugin sur QGIS sera bientôt disponible et en cours de finalisation par Gilles Villel, le développeur du logiciel. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette partie et s'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre. Pardon, je n'arrivais pas à activer mon micro. Donc nous avons des questions. Je vais les prendre. On n'en a pas beaucoup, donc je vais les prendre toutes. On va essayer de répondre à 3 voix, si vous le voulez bien. Quelle différence entre connectivité écologique et continuité écologique? Y a-t-il une notion d'efficacité qui complète la notion de continuité écologique? Alors, c'est une très bonne question. On les utilise de façon relativement non différenciée aujourd'hui et pourtant il y a une petite différence. Ouais. Si je peux me permettre, il me semble qu'il y a une différence qui est que historiquement, quand on parlait de continuité écologique, on regardait uniquement la structure des habitats. On intégrait un peu moins les capacités de dispersion des espèces entre différentes tâches d'habitat. Donc là, par continuité écologique, on était vraiment basé historiquement sur une continuité, sur une connectivité structurelle. Donc on regardait à quel point, par exemple, il y avait des haies qui permettaient une continuité du couvert forestier entre différentes forêts. Et la notion de connectivité, elle est apparue un petit peu plus tard, on va dire, dans le vocabulaire en tout cas, pour intégrer les capacités de dispersion des espèces et la dispersion qui pouvait avoir lieu notamment au sein de la matrice paysagère. Donc c'est la distinction qu'on peut faire entre ces deux termes, même si je ne suis pas sûr que tous les auteurs et toutes les personnes qui l'utilisent soient d'accord avec cette distinction. J'ai une autre question que je rejoins entièrement. Merci pour votre présentation. Je me pose toutefois une question. La connectivité écologique peut-elle être dans certains cas négative? Par exemple, on facilite l'arrivée des espèces exotiques envahissantes dans un milieu qui a été jusque-là protégé grâce à une déconnexion ou un isolement. Donc ça, c'est une vraie question et effectivement qui est posée, qui mobilise d'autres sujets que uniquement la question de la connectivité, parce qu'on sait que l'installation d'espèces invasives dans des milieux en équilibre est beaucoup plus difficile. Donc la connectivité ne serait pas la seule responsable d'une invasion éventuelle d'un milieu par une reconnexion.
Mais effectivement, il y a un risque que une combinatoire d'éléments de hasard ou d'action comme la reconnexion de deux tâches d'habitat et l'un étant fortement dégradé par des actions anthropiques pourrait résulter en un envahissement du milieu par une espèce invasive. Effectivement, le risque est présent et on ne peut pas tout à fait honnêtement dire que ce risque est pris en compte et anticipé sur chacune des études. Si je peux me permettre pour Bien sûr. compléter, effectivement, il y a des cas dans lesquels la connectivité peut avoir des effets négatifs sur la biodiversité en tant que telle ou sur d'autres aspects. Et il y a quelques années, il y a eu un programme de recherche qui s'appelait Campagraph et qui a travaillé sur l'utilisation des graphes paysagers pour identifier des zones à gérer différemment pour limiter la prolifération des campagnols en Franche-Comté. Et tout ça à partir du logiciel Graphab. Et donc, c'est un exemple où la forte connectivité des prairies avait un effet néfaste sur la productivité des prairies, donc pour l'agriculture, et dans lequel le logiciel Graphab a été utilisé précisément pour répondre à ces problèmes. Une autre question, Graphab permet-il d'intégrer un indicateur visuel de type GBS, Global Biodiversity Score, qui est développé par la caisse le CDC Biodiversité? Donc, je n'ai pas la réponse. Je pense que ces deux approches ne sont pas interfacées aujourd'hui. C'est certainement quelque chose que l'équipe Graphab pourra étudier avec les équipes de la CDC Biodiversité dans les mois ou les années à venir. Effectivement, ce n'est pas le cas actuellement dans l'interface Graphab classique. Par contre, avec le développement du plugin Graphab sur QGIS, les projets Graphab peuvent être facilement ouverts dans ce SIG qui est QGIS, et toute autre donnée spatiale, et notamment tout autre indice de biodiversité, pourra être visualisé en parallèle du graphe paysager créé avec Graphab. Cet outil est-il adapté à une étude de la biodiversité urbaine et des écosystèmes urbains? Alors, je vous invite à attendre la suite de la présentation. Il y a de nombreuses applications en milieu urbain de Graphab. La connectivité écologique concerne-t-elle également la faune volante ou uniquement la faune évoluant au sol? Alors, la réponse est non. Graphab est tout à fait applicable à la faune volante également. Il suffit de définir les coefficients de résistance de chaque espèce par rapport au milieu qu'il traverse, qu'elle soit volante ou non. Je ne sais pas si vous voulez compléter, mais la connectivité est l'un des paramètres qui détermine le degré de fonctionnalité des continuités écologiques. Continuité égale le réseau, connectivité égale un paramètre. Donc ça, c'est une contribution du public pour lequel nous remercions. Oui, merci pour cette précision. Ouais. Bonjour, l'outil Graphab peut-il avoir une application marine? Connectivité des flux de dispersion larvaire, par exemple. Sinon, est-ce un axe de développement prévu? Alors, je botte en touche. Je ne sais pas si Paul, c'est pas un axe de développement qui est prévu. Ceci dit, il y a des travaux scientifiques qui ont utilisé des graphes également pour modéliser la connectivité au niveau des flux de dispersion larvaire, justement. Il y a des travaux qui ont été élaborés dans ce sens-là, mais le logiciel Graphab tel qu'il est prévu actuellement ne permet pas ça, car il faudrait modéliser la circulation des courants marins, etc. Et cela ne le permet pas pour l'instant. Entendu. Nous avons 3 questions très rapides et on va les prendre et on va continuer notre présentation si vous le voulez bien. Donc, une date de sortie pour le plugin QGIS, en interrogation. Incessamment sous peu. Voilà. La version en développement fonctionne déjà et elle sera mise en ligne, je ne sais pas quand, mais je pense avant la fin de l'année. Voilà. Comment déjà bien avancé là-dessus. Super. Comment suivez-vous les flux d'espèces animales dans un écosystème? Là, je propose d'attendre ma présentation suivante. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que la diversité végétale est également étudiée dans Graphab? Oui, il y a eu des applications de Graphab à des travaux d'écologie végétale, notamment par une équipe qui est basée à Ecobio à Rennes, l'équipe de Sandrine Moni, qui a étudié le lien entre la connectivité des forêts en Bretagne
et la diversité en espèces végétales dans ces forêts. Parfait. Merci beaucoup pour ces questions et ces réponses. Je vous invite à reprendre le fil de notre présentation. Je vais redonner la main à Paul Savary pour faire un point d'avancement sur ses travaux de thèse et notamment sur l'intégration des données génétiques dans les graphes paysagers. Très bien, merci beaucoup Tolga. Et donc à présent, je vais aborder les travaux que je réalise dans le cadre de ma thèse sur la façon dont on peut intégrer des données génétiques justement dans cette modélisation par les graphes paysagers. Et pour bien comprendre cela, je dois préciser que la modélisation par les graphes paysagers a une certaine limite. Hop, suivant. Voilà. Et la limite de la modélisation par les graphes paysagers vient de la validité des hypothèses qu'on émet au départ lorsqu'on crée le graphe paysager. Effectivement, à ce moment-là, on va délimiter des tâches d'habitat, on va associer des valeurs de coûts à des types d'occupation du sol pour estimer les coûts de déplacement de l'espèce qu'on étudie, mais on ne peut pas être sûr que cela se passe comme ça dans la réalité. On ne peut pas être sûr que l'espèce occupe effectivement cette tâche d'habitat et perçoit le paysage de cette façon-là. Et pour vérifier ça, il faudrait utiliser des observations de terrain pour vérifier que le modèle correspond avec la réalité. Et pour cela, il y a un grand nombre de types de données qui peuvent être utilisés et l'équipe GraphHub a travaillé l'an dernier sur tous les articles scientifiques ayant mobilisé des données de terrain lors de modélisation de connectivité écologique à l'aide des graphes paysagers. Et on s'est rendu compte effectivement de cette diversité de données. On a vu que les chercheurs utilisaient parfois des traces GPS. Ils pouvaient poser des pièges photos également pour observer des animaux en train de se déplacer. Certains utilisaient des données de présence-absence, notamment pour cartographier les tâches d'habitat occupées par les espèces. Tout cela avait un certain nombre d'intérêts, mais cela avait aussi des limites car détecter la présence d'une espèce ou l'observer en train de se déplacer ne signifie pas forcément qu'on est en train d'observer un épisode de dispersion d'une tâche d'habitat à une autre. Ça ne signifie pas forcément qu'on est témoin de la connectivité écologique du paysage. Pourquoi? Parce que l'espèce qu'on observe aura peut-être un accident avec un véhicule, ne parviendra peut-être pas à coloniser une tâche d'habitat, et quand bien même elle y parviendrait, elle ne parviendra peut-être pas à se reproduire dans une nouvelle tâche d'habitat, contribuant ainsi au brassage génétique entre les populations. Et ces données, aussi intéressantes soient-elles, ont des limites, et la donnée génétique peut être intéressante dans ce cadre, car lorsqu'on perçoit une faible différence génétique entre deux populations à l'aide de données génétiques, cela signifie qu'il y a eu une dispersion de plusieurs individus, potentiellement sur plusieurs générations, et cela nous indique qu'on a vraiment eu des épisodes de dispersion réussis dans le sens où les individus ont réussi à se déplacer, mais ils ont aussi réussi à se reproduire et à transmettre leur patrimoine génétique dans une nouvelle tâche d'habitat. Donc les données génétiques sont les témoins d'une connectivité écologique réalisée, on peut dire, car elle s'est traduite notamment par du brassage génétique. Et par le passé, l'utilisation des données génétiques était quelque peu limitée par le coût des appareils permettant d'analyser ces données. Et de nos jours, ces analyses sont de plus en plus accessibles et songez au fait que pour acquérir ces données, on fait souvent appel à des analyses de type PCR, dont on entend beaucoup parler pour d'autres raisons aujourd'hui, mais qui sont de plus en plus accessibles. Et l'utilisation des données génétiques en écologie du paysage constitue le cœur de la discipline qu'on appelle la génétique du paysage et dans laquelle s'inscrit mon travail de thèse. En génétique du paysage, on peut également créer des graphes qu'on appelle des graphes génétiques et dans lesquels les nœuds correspondent à des populations, c'est-à-dire des ensembles d'individus sur lesquels on a prélevé de l'ADN. Et dans ce cas-là, les liens du graphe génétique sont pondérés par des mesures de distance génétique, des degrés de parenté génétique. Et l'étude de ce graphe, à partir de métriques, en regardant les distances qu'il y a entre les liens également, nous permet de comprendre la façon dont les épisodes de dispersion se réalisent dans le réseau et de suivre le flux de gènes au sein d'un ensemble de populations. Et de nombreux travaux scientifiques ont utilisé ces méthodes. Alors, si vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, quand j'ai identifié les tâches d'habitat permettant de créer le graphe paysager, j'ai considéré l'ensemble exhaustif des tâches d'habitat potentielles, dans ce cas-là c'était des mares et des étangs, de la zone que j'étudiais. Ça c'est un avantage du graphe paysager, il permet de tenir compte de l'ensemble exhaustif des tâches d'habitat.
Par contre, je voulais préciser, ce graphe paysager est limité d'un point de vue écologique car on n'est pas sûr que les hypothèses qu'on a formulées soient valides. À l'inverse, le graphe génétique est basé sur un échantillon réduit de population. Pourquoi réduit? Parce qu'il est impossible d'échantillonner l'ensemble des populations d'un paysage, ce serait trop coûteux en temps et en argent. Mais à l'inverse, ce graphe génétique a une validité écologique qui est meilleure car il repose entièrement sur des données qui viennent du terrain. Et donc, on peut voir ici que graphe paysager et graphe génétique sont différents, mais ces différences les rendent potentiellement complémentaires. Et il y aurait donc un intérêt à les utiliser de façon conjointe. Et cet intérêt a été mentionné dans plusieurs travaux scientifiques. Et quelques chercheurs ont mis en œuvre de premières comparaisons, de premières intégrations de ces graphes. Mais ces travaux étaient limités à des cas assez particuliers et les méthodes mises en œuvre étaient peu généralisables. Et donc, on voit qu'il y aurait un approfondissement nécessaire à réaliser pour comprendre comment utiliser ces graphes de façon conjointe et répondre in fine à la question suivante. Quelles sont les modalités d'utilisation conjointe des graphes génétiques et paysagers pour l'analyse et la gestion de la connectivité écologique des habitats? Et cette question, c'est précisément ma problématique de thèse. Et donc, je vais parler maintenant des résultats obtenus dans le cadre de cette thèse. Donc, j'ai commencé par réaliser ce qu'on peut appeler un guide méthodologique pour la construction des graphes génétiques, en me demandant comment on pouvait sélectionner les liens de ce graphe génétique pour l'analyse en fonction de l'objectif qu'on poursuivait et comment on pouvait les pondérer, quelles mesures de distance génétique utiliser. Et j'ai fait cela en simulant des flux génétiques et en comparant des méthodes de construction de ces graphes. Et cela a donné lieu à un article scientifique qui est en cours de révision pour la revue Molecular Ecology Resources. En parallèle de ça, j'ai développé un outil sous la forme d'un package R qui s'appelle Graph4LG, qui permet de construire et d'analyser des graphes génétiques et des graphes paysagers. Et il intègre donc un ensemble de méthodes d'élagage et de pondération de graphes génétiques. Il intègre des méthodes de comparaison des graphes génétiques et des graphes paysagers. Et il intègre également l'ensemble des fonctionnalités du logiciel Graphab en ligne de commande, rendant accessible à tout utilisateur de R l'intégralité du logiciel Graphab de façon gratuite. Et cela a aussi donné lieu à un article qui est aussi en cours de révision pour la revue Methods in Ecology and Evolution. Dans le même temps, j'ai réfléchi à la façon dont on pouvait utiliser ces deux types de graphes pour répondre aux questions qui agitent actuellement la génétique du paysage. Et cela a aussi donné lieu à un article de positionnement dans lequel on aborde de façon théorique les problèmes, les questions auxquelles on n'a pas de réponse et la façon dont ces deux types de graphes pourraient être utilisés pour y répondre. Et nous attendons de soumettre cet article dans la revue Landscape Ecology. Pour l'instant, je vous ai parlé de travaux méthodologiques, de développement de logiciels, de réflexion théorique, mais j'ai également utilisé ces deux types de graphes pour répondre à des questions un peu plus concrètes en travaillant sur le cas du criquet ensanglanté dans le canton de Berne, en Suisse, dans le cadre d'une collaboration avec Martin Van Strien de l'ETH de Zurich. Et dans le cadre de ce travail, j'ai comparé des graphes génétiques et des graphes paysagers pour étudier l'influence du paysage sur la diversité génétique et la différenciation génétique entre les populations de criquets dans cette zone d'étude. Et j'ai mis en évidence des effets différents de la connectivité des habitats sur la diversité ou la différenciation en fonction de l'échelle à laquelle on mesurait cette connectivité, et je suis en train de finaliser cette étude. J'ai également, durant ces premières années de thèse, travaillé sur la connectivité forestière de l'île de Guadeloupe et l'influence de cette connectivité sur la structure génétique d'une espèce d'oiseau qui s'appelle la paruline caféiette. Cette étude, elle se réalise dans le cadre du projet Canon, qui est piloté par Stéphane Garnier à Biogéosciences à Dijon, et elle sera finalisée dans les mois qui viennent suite à une campagne d'échantillonnage qui a eu lieu au printemps dernier pour compléter la base de données sur laquelle on travaille. Je vise également à intégrer les graphes génétiques et graphes paysagers pour développer des méthodes permettant d'estimer au mieux les valeurs de coût associées au type d'occupation du sol dans la modélisation par les graphes paysagers. Ça, c'est également un travail basé sur des simulations qui est en cours. Et enfin, la dernière partie de ma thèse consistera à développer un indice de diversité génétique potentielle basé sur des graphes génétiques et des graphes paysagers qui permettrait de mesurer le gain de diversité génétique qui résulterait d'une variation de la connectivité du paysage. Et dans ce cas, il y aurait des applications possibles, notamment pour choisir entre plusieurs mesures de conservation, de façon à favoriser celles
qui garantirait potentiellement la plus forte augmentation de diversité génétique au sein des populations. Voilà. Ces travaux seront terminés au second semestre 2021 et j'espère pouvoir vous en parler d'ici quelques temps. Donc. Et j'adresse un grand merci à mes encadrants, à Jean-Christophe Foltet, mon directeur de thèse, à Stéphane Garnier, co-directeur. Ils travaillent tous deux à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, Jean-Christophe à l'UMR Théma, Stéphane dans l'UMR Biogéosciences à Dijon. Je remercie également Hervé Moal et Tolga Koskoun qui me suivent du côté de l'ARPA France et Gilles Videl, développeur de GraphApp qui travaille au laboratoire Théma. Et je vous remercie à toutes et tous pour votre attention. Merci beaucoup Paul pour cette présentation passionnante. Je vais laisser la parole à Claire, pour Claire Godet, donc pour nous présenter les résultats du projet Tramar qui a été commandité par la région Île-de-France pour comprendre le réseau de mares de la région et sur lequel nous sommes très heureux d'avoir été cofinanceurs de cette étude et j'essaierai aussi de vous parler des intérêts de comprendre opérationnellement ce réseau de mares en Île-de-France. Je te laisse la parole, Claire. Oui. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter le projet Tramar. Donc alors, le projet Tramar, il vise à construire avec les acteurs en charge de la biodiversité un outil cartographique d'aide à la décision pour préserver, gérer et restaurer les continuités écologiques à différentes échelles spatiales et temporelles, en cohérence avec les objectifs du SRCE d'Île-de-France. Il s'inscrit également dans le thème B de l'appel régional Tram verte et bleue, qui est la préservation, la gestion et la restauration des continuités écologiques, qui est piloté par la région Île-de-France et qui a débuté en août 2018. Donc, la responsable du projet Tramar, c'est Céline Clausel, qui est maître de conférence en géographie à l'UMR Ladis du CNRS. Ensuite, les autres participants sont Carole Gab, qui a été en alternance chez ARP Astrans, Arnaud Perrin, qui était en stage, et moi-même. Le projet a été financé par la région Île-de-France et ARP Astrans. Et les différents partenaires sont la Société nationale pour la protection de la nature, plus les différents participants aux ateliers. Donc, le projet s'est porté sur les mares et l'attention portée aux mares vise à combler un déficit de travaux sur ces milieux. Et les mares font l'objet de peu de réglementations et de mesures protectrices, surtout à l'échelle paysagère. Donc, dans un premier temps, on a effectué l'analyse exploratoire de la base de données sur les mares de la SNPN. Ensuite, on a défini 8 profils d'espèces inféodées aux mares, donc la grenouille rousse, la salamandre tachetée, le triton crété, la couleuvre à collier, la lite accoucheur, la rainette arboricole, le crapaud calamite et le crapaud commun. Donc, les objectifs du projet Tramar sont dans un premier temps de faciliter l'appropriation et l'utilisation du logiciel GraphApp, qui vous a été présenté en amont par Paul, en faisant des ateliers, une formation au logiciel et en faisant des fiches d'utilisation au logiciel. Ensuite, on a cartographié les réseaux de mares en Île-de-France pour les 8 espèces que je vous ai présentées précédemment. On a identifié les sites de création de mares qui augmenteraient le plus la connectivité pour chaque espèce. Et ensuite, nous avons combiné les résultats pour identifier des sites qui bénéficieraient à un maximum d'espèces. Et ça a un grand intérêt pour la compensation écologique. Par exemple, ça peut permettre de créer de nouvelles mares de compensation suite à la construction, par exemple, d'une zone industrielle qui aurait détruit un certain nombre de mares. Donc, la valorisation de projet. Donc, tout au cours du projet, on a effectué 3 ateliers qui avaient pour objectif de réunir les acteurs en charge de la gestion de la trame verte et bleue afin d'évaluer leur degré d'appropriation des méthodes de modélisation des réseaux écologiques. Donc, les structures impliquées et qui étaient représentées aux ateliers sont les conseils départementaux de certains départements de la région Île-de-France, l'ARB, Biodif, Ciarja et la SNPN. Donc, le premier atelier a consisté à présenter le projet Tramar, ses objectifs, les personnes impliquées, et aussi de présenter la modélisation spatiale des réseaux écologiques par la théorie des graphes.
et dans un second temps, d'identifier les besoins des gestionnaires en termes d'outils, de compétences et d'enjeux de gestion. Suite à ce premier atelier, nous avons fait un second atelier avec une formation d'initiation au logiciel Graphab et on a présenté la première version des fiches méthodologiques qui avaient été demandées par les gestionnaires. Et le troisième atelier a permis de réaliser toutes les étapes d'analyse à partir d'un cas concret d'étude sur le logiciel Graphab. Donc, on a construit une carte d'occupation du sol, on a modélisé et analysé les réseaux de mares et ensuite on a interprété les résultats. Donc, suite aux ateliers, on a effectué du coup les fiches d'utilisation au logiciel Graphab. Je vous ai mis le lien où trouver les fiches, il est sur le site de la trame, le site de la trame verte et bleue. Et je vous ai aussi mis le lien où trouver le rapport final du projet Tramar, où toutes les études sont expliquées plus en détail. On a également soumis 2 articles scientifiques, dont un dans Landscape Ecology qui est en cours de révision et un autre dans Biological Conservation qui est publié. Donc, je vais vous présenter rapidement les 2 études et les résultats. Donc, la première étude, c'est la comparaison des méthodes de modélisation des graphes paysagers pour l'analyse de la connectivité des réseaux de mares. Donc, la méthode consiste en effectuant 3 méthodes différentes pour construire des graphes paysagers. Donc, la première méthode était de construire les graphes paysagers à partir de la carte d'occupation du sol pour définir les nœuds, donc ici dans notre titre ce sont les mares, et définir les liens. Ensuite, la seconde méthode, c'est à partir de modèles d'habitat pour calibrer les liens et définir les nœuds. Les modèles d'habitat sont construits à partir de données de présence. Donc là, les données de présence des 8 espèces d'amphibiens que je vous ai présentées au début, combinées avec des variables environnementales. Et la troisième méthode de construction des graphes est effectuée à partir du modèle d'habitat pour définir les nœuds et de la carte d'occupation du sol pour définir les liens. Ensuite, on a pu comparer... merci. On a pu comparer les résultats des 3 graphes et comparer les valeurs de connectivité en calculant des métriques locales et globales, et aussi de comparer la répartition spatiale des zones de forte connectivité. Donc, les résultats, la méthode 1, c'est la méthode à partir de la carte d'occupation du sol. La méthode 2, c'est la méthode à partir du modèle d'habitat. Et la méthode 3, c'est la combinaison des 2 méthodes, enfin de la carte d'occupation du sol pour définir les liens et le modèle d'habitat pour définir les nœuds. Les valeurs en rouge sont les valeurs de forte connectivité et plus on va vers le blanc, plus c'est faible. Donc, on peut voir que pour la méthode à partir de la carte d'occupation du sol, les valeurs de connectivité sont plus faibles et les zones avec des hautes valeurs de connectivité sont plus petites, contrairement à la méthode à partir du modèle d'habitat, où il y a des plus fortes valeurs de connectivité et les zones sont plus étendues, donc potentiellement mieux connectées. Et la méthode 3 est un peu un intermédiaire entre les 2 méthodes. Donc, on peut voir qu'il y a des résultats qui sont assez variés, mais globalement, les valeurs de faible connectivité et haute connectivité se retrouvent à peu près dans les mêmes zones. Mais il est important de construire plusieurs modèles et de sélectionner que des résultats convergents pour guider les recommandations d'action de conservation. Donc, l'étude numéro 2, c'est la combinaison des outils de modélisation spatiale et de données biologiques pour une meilleure évaluation multispécifique dans les zones de restauration. Donc, la méthode, ici, on a créé les graphes à partir du modèle d'habitat pour définir les nœuds et de la carte d'occupation du sol pour définir les liens. Ensuite, on a effectué un processus d'ajout de mares qui permet de faire ressortir sur une zone les meilleurs emplacements pour la création de nouvelles mares. Et ensuite, on a fait une analyse multi-espèces à partir de 2 analyses multivariées, l'analyse en composantes principales et la classification en K-means, pour identifier les meilleurs emplacements pour de nouvelles mares qui pourraient améliorer la connectivité d'un maximum d'espèces.
Donc les résultats, la carte à gauche, c'est la combinaison des 8 modèles d'habitat où on peut voir l'habitat potentiel de toutes les espèces. On a sélectionné une zone d'intérêt où il y avait de l'habitat potentiel pour les 8 espèces étudiées. Donc, à droite, c'est la zone d'étude que nous avons sélectionnée et on peut voir la hiérarchisation de chaque point en fonction du gain de connectivité. Donc, les zones en rouge clair, c'est les endroits, les meilleurs emplacements pour la création de nouvelles mares. Et le petit point rouge sur chaque carte, c'est l'emplacement le plus favorable pour la création de mares et qui augmente le plus la connectivité du réseau. Ensuite, ici, c'est l'analyse multi-espèces. Donc, c'est les emplacements si on crée une mare, ça favorisera un maximum d'espèces. Donc, à droite, on peut voir les différents clusters. On a 4 clusters sont ressortis. Et à gauche, c'est la carte d'occupation du sol pour voir les différents modes d'occupation du sol en fonction des clusters. Donc, on peut voir qu'en vert, le cluster 2, c'est la zone la plus intéressante pour améliorer la connectivité d'au moins 5 espèces. Et c'est un paysage dominé par les forêts et qui correspond aux zones de transition entre les cœurs forestiers et les terres agricoles. En beige, le cluster 3, il y a une plus forte augmentation de connectivité pour le crapaud commun et la grenouille rousse. Donc, ce sont principalement des terres agricoles. Et le cluster numéro 1 qui est en gris est le cluster où il y a la plus faible augmentation du gain de connectivité pour toutes les espèces. Et ce sont principalement des zones artificialisées comme du bâtiment, par exemple. Donc la conclusion du projet Tramar, c'est que sur le plan opérationnel, ça a permis de faire connaître, former et faciliter l'appropriation de l'outil Grafab pour les gestionnaires en charge de la biodiversité en Île-de-France. Sur le plan écologique, ça a permis de développer une connaissance fine du réseau des mares en Île-de-France qui pourra être mobilisée pour la gestion et l'évaluation des trames vertes et bleues et aussi dans des actions de conservation. Sur les données participatives des mares de la SNPN, ça a permis d'identifier les secteurs sous-observés qui pourront faire l'objet de campagnes de sensibilisation. Et sur le plan scientifique, ça a permis de coupler des données de participatifs avec la modélisation spatiale des réseaux écologiques. Et la mobilisation de ces données participatives offre un potentiel fort pour augmenter le réalisme écologique des modèles et construire des scénarios en lien avec les enjeux écologiques des territoires. Merci Claire. Effectivement, je pense que vous voyez très bien l'intérêt pour la région Île-de-France d'avoir commandité cette étude qui lui permet de comprendre la cohérence de son réseau de mares à l'échelle régionale. Je tiens à préciser que nous, en tant qu'acteurs opérationnels, nous y voyons aussi un intérêt très fort pour accompagner nos projets. Sur toute la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, puisque grâce à ce travail, nous allons pouvoir savoir quelles sont les zones humides et les mares qui seront prioritaires à être conservées dans une logique d'évitement des impacts et éventuellement de savoir si on doit compenser. Évidemment, c'est la compensation est toujours la dernière option, de savoir où on peut compenser et quels sont les meilleurs endroits, puisque je vous rappelle qu'une compensation doit être réalisée sur ou à proximité de l'impact, mais c'est une notion qui n'est pas forcément très bien définie, cette notion de distance, et justement ce travail-là nous aide à trouver le meilleur compromis entre la distance et les bénéfices écologiques qui seront créés par le bon choix du site de compensation. Voilà, du coup, je vais terminer. On a un peu dépassé le temps imparti. Donc, je vais aller très vite pour vous montrer un exemple que nous avons réalisé. Je préfère qu'on garde un peu de temps pour les questions-réponses, mais je vais quand même passer très rapidement cet exemple.
Nous accompagnons Grand Paris Aménagement sur l'aménagement de la ZAC Parc Princesse au Vésinet, qui est la reconversion d'un ancien site hospitalier et qui comporte un grand boisement anthropique à l'origine, mais qui est en absence de gestion depuis une 50aine d'années et qui a gagné énormément en espèces protégées pour faire simple. Donc nous avons différents enjeux de conservation ou de compensation liés à des espèces protégées que vous voyez à l'écran. Et nous avons fait des études faune-flore, évidemment, des dossiers de demande dites CNPN. On a un site de compensation pas loin, etc. Mais je ne vais pas vous parler de tout ça. Nous avons un dernier élément. L'autorité environnementale nous a demandé d'étudier la connectivité écologique entre notre site ici, que vous voyez en délimité en rouge, et une ZNIEF, donc une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui est à proximité immédiate de notre site et qui est les usines des eaux du PEC. Donc nous, on a sauté sur l'occasion parce que c'était vraiment l'occasion d'utiliser GraphApp dans un milieu urbain et dans une logique d'aménagement du territoire qui était très intéressante. Donc la question d'entrée, c'est quelles sont les connexions écologiques existantes et comment est-ce qu'on peut les favoriser. Je vais encore une fois aller un petit peu vite dans ma présentation, mais si c'était pas clair, vous pourrez poser des questions après. Le premier travail qu'on a fait, évidemment, c'est de définir l'occupation de sol en partant du MOS francilien, avec une définition assez fine des habitats, puisque, et on va le voir sur la slide d'après, à chaque habitat, nous allons définir un coefficient de résistance pour les espèces que nous aurons ciblées. Et les espèces que nous avons ciblées sont le hérisson commun et la grenouille rieuse, donc un mammifère plutôt terrestre et un amphibien de milieu humide, les deux étant plutôt à faible capacité de dispersion. Ce qui est important puisque en favorisant la dispersion de ces deux espèces, on espère aussi favoriser la dispersion d'autres cortèges à meilleure capacité de dispersion. Donc, nous avons, je vais pas le détailler ici, hein, mais nous avons défini les coefficients de résistance pour chacun des occupations de sol, des habitats que nous avons définis sur la cartographie. Alors, ça paraît assez simple, mais je pense que c'est vraiment l'élément le plus important. Une fois que la cartographie, je pense, est la plus chronophage. Et celle-là est certainement la plus importante puisqu'il faut décortiquer l'ensemble de la bibliographie scientifique disponible. On ne met pas les chiffres au hasard hein, ou au doigt mouillé. Il faut s'appuyer sur des études scientifiques qui démontrent les capacités de dispersion d'une espèce dans tel ou tel habitat. Donc il y a quand même beaucoup de travail derrière ces tableaux. Et donc, une fois qu'on a fait ça, GraphApp nous permet d'analyser 3 indicateurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'intrapatch, donc la qualité d'un habitat, pour savoir si cet habitat est favorable à l'espèce cible. Donc, on a fait ça pour la grenouille rieuse à gauche et le hérisson à droite. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, notre quartier, futur quartier qui est là, n'est pas du tout favorable aujourd'hui comme habitat à la grenouille rieuse, alors que le hérisson, lui, trouve un habitat dans le parc Princesse qui lui est très favorable, alors qu'il l'est beaucoup moins dans les usines des eaux du PEC. Ce qui n'est pas le cas évidemment pour la grenouille rieuse, vous le voyez ici. Ensuite, on a regardé un autre indicateur qui est le flux, qui évalue les chemins de dispersion potentiels pour l'espèce. Donc, il identifie le rôle source potentiel que peut jouer un habitat pour cette espèce. Et là, on voit bien que la grenouille rieuse trouve dans l'habitat ici des usines des eaux du PEC un chemin de dispersion très intéressant, mais pas dans le quartier
qui est l'objet de notre étude. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour le hérisson, puisque le hérisson qui trouvait un habitat favorable dans le parc Princesse, il trouvait également des chemins de dispersion possibles, mais également dans les usines des eaux du PEC. Donc on voit bien qu'il y a de la dispersion possible ici, ce qui va découler dans un certain nombre de préconisations que vous verrez un peu plus loin. Et à la fin, on regarde un dernier indicateur qui est le connector, qui étudie la manière dont un habitat est utilisé comme chemin de dispersion ou un habitat relais. Et on voit bien ici que finalement, les plans d'eau des usines du PEC sont des habitats relais pour la grenouille rieuse, mais pas les dépendances vertes de cette SNIEF, et le parc Princesse non plus. Et chose assez intéressante, c'est que finalement, pour le hérisson, ces dépendances vertes des usines de eaux du PEC est un très bon habitat relais pour le hérisson, qui va lui permettre justement de rayonner dans d'autres tâches. Et donc tout ça, on peut les agréger dans un indicateur qui est delta PC, qui agrège les 3 indicateurs précédents et qui nous permettent de conclure ce que je vous ai déjà dit. Donc je vais pas m'y attarder plus que ça, mais on voit bien ici graphiquement et visuellement que pour le hérisson, le parc Princesse va avoir une agrégation très positive pour le hérisson et de la même façon pour la grenouille rieuse sur les usines des eaux du PEC. Donc ce que nous on en conclut de tout ce travail, c'est que les milieux écologiques existants et futurs constituent des sources d'individus inféodés au milieu arboré forestier en contexte urbain. Donc je parle de notre quartier et pas forcément ce futur étang qui contribuera plutôt faiblement aux connectivités écologiques pour les amphibiens généralistes. Et donc les principaux enjeux que l'on retient, c'est que il faut favoriser le déplacement des amphibiens entre cette SNIEF et l'étang que l'on va créer dans le quartier par l'amélioration écologique de cet étang. Donc il y a un travail de conception écologique et d'ingénierie écologique que nous allons devoir mener sur cet étang, parce que en l'état, il n'est pas satisfaisant. Et deuxième sujet, c'est que nous avons une continuité que nous devons préserver entre le quartier et les usines des eaux du PEC pour le hérisson, sachant qu'il y a une route entre ces deux et nous avons des risques de mortalité très très forts. Donc il devra y avoir un travail qui va être mené pour préserver la mortalité des hérissons et puis également diminuer l'effet de barrière que peuvent induire les murs du quartier d'un côté et les clôtures de l'usine de l'autre côté. Voilà, c'était un petit peu rapide, mais je voulais laisser le temps aux questions-réponses. Ce que je veux également vous inviter à faire, c'est de taper dans votre moteur de recherche quand vous aurez un peu de temps, Grafab, les 14 réalisations à découvrir, ce qui va vous orienter vers un très bel ouvrage qui a été rédigé en 2018, qui mériterait d'ailleurs d'être mis à jour avec de nouvelles applications qui ont été mises en œuvre depuis. Vous y verrez que Grafab peut servir évidemment à la conception et à la morphologie urbaine. Il y a un très bon exemple qui a été mené à Strasbourg pour définir les alignements d'arbres pour être favorable au déplacement des écureuils et des noctules, qui est une chauve-souris. Évidemment, il y a des exemples de trame verte et bleue, de définition de la trame verte et bleue à l'échelle de différents territoires. L'intégration d'un site qui soit industriel, urbain, à la trame verte et bleue locale ou régionale, comme l'exemple que je vous ai donné, mais il y en a d'autres également dans ce livret.
On n'a pas beaucoup parlé d'infrastructures linéaires. Évidemment, il y a une application très très forte dans la création de transparence de différentes infrastructures linéaires à travers des passages à faune, mais aussi l'aménagement de dépendances, etc., qui peut être utilisé par GraphHub, à l'aide de GraphHub. Et puis, je pense que il y a certains exemples très intéressants sur la question du choix des sites de compensation. On en a parlé un peu pour les mares, mais on peut le faire également pour les milieux forestiers, pour les milieux agricoles, pour les milieux humides, pour les milieux ouverts, etc., etc. Et donc, je voulais juste vous rappeler ici que nous, on utilise opérationnellement chez Arpastrans GraphHub pour les projets de nos clients, et on met en place, on utilise toutes les compétences dont on dispose dans cet objectif. Voilà. Je termine là-dessus. On va prendre le temps de répondre à quelques questions si nous intervenons encore quelques minutes. Et merci beaucoup pour votre attention. C'est vrai que par moment ça peut être un peu trop scientifique, mais en même temps le sujet est complexe. Je l'ai dit au début, et on peut pas le traiter légèrement, évidemment. Voilà, je vous propose cette image pour prendre les questions-réponses. Oh, bah, il y en a pas mal de questions-réponses, ça tombe bien. Alors, au sujet de l'étude numéro 1 présentée par Claire Godet, peut-on avoir des précisions sur la méthode 2, modèle d'habitat? Du coup, c'est qu'en amont des graphes paysagers, on a fait des modèles d'habitat de présence, en gros, des amphibiens, donc des 8 espèces d'amphibiens que je vous avais présentées. Et ça va sortir pour chaque amphibien le potentiel habitat en Île-de-France, où il peut se trouver, à partir de ces données de présence et d'une combinaison de 23 variables environnementales. Et en fait, pour chaque point de présence, ça va dire s'il préfère les forêts, les milieux humides. Et du coup, ça va faire une carte de modèles d'habitat. Et en fait, on va utiliser l'habitat potentiel comme nœud du graphe dans le graphe paysager. Je ne sais pas si... J'enchaîne, Claire, c'est pour toi encore. Pourquoi développer les 3 méthodes et ne pas développer que la méthode 3, synthèse des deux autres? Quel est l'intérêt de comparer les 3 méthodes? Parce que déjà, c'est compliqué aussi d'avoir les données de présence, parfois dans certains secteurs, d'avoir les données de présence des espèces. Et du coup, si on voulait, et dans d'autres domaines, c'est plus intéressant d'utiliser la carte d'occupation du sol. Donc, on a fait les méthodes séparées. Et c'est surtout parce que souvent, les données biologiques ne sont pas disponibles. Du coup, on voulait faire la comparaison de toutes les méthodes. Merci Claire. Encore pour toi, outre l'ajout de mares, avez-vous hiérarchisé la contribution en termes de connectivité des mares existantes? Ben oui, c'est les résultats de la carte d'occupation du sol dans l'étude 1. La méthode 1, c'est les mares, c'est la connectivité des mares qui a été hiérarchisée par le flux. Donc, ça a sorti les valeurs de connectivité les plus importantes en termes de mares existantes. Enfin, vous pouvez, si vous voulez plus de précision, je vous ai mis en lien le bilan, le rapport bilan qu'on a effectué, et ça explique tout le résultat qu'on a effectué sur les mares existantes. Mais c'était le résultat de l'étude 1 sur la méthode 1. Ça marche. Merci Claire. Quelle taille de maille pour l'étude sur le Vésinet? J'ai un trou de mémoire, je vais vous répondre. Je vais chercher l'information et je vais vous répondre. En milieu urbain, comment prendre en compte les micro-coupures, murs, clôtures, etc. Alors ça, c'est une vraie question parce que le mode d'occupation des sols ne répond pas à ces micros aménagements. Il ne sait pas traiter ces questions-là. Donc, ce sont des coefficients de résistance globaux que l'on essaie d'appliquer
par typologie d'habitat. Par exemple, quand on sait qu'on a de l'habitat individuel, par exemple, enfin une tâche d'habitat résidentiel, les coefficients de résistance qui vont être appliqués vont être des coefficients globaux pour ce type d'habitat et ne traitera pas d'éléments de fragmentation, d'effets de barrière qui seront réellement présents sur le site. Après, on peut coupler des éléments de terrain avec des éléments de cartographie pour affiner le diagnostic. Et ce qui se fait, par exemple, sur des études de transparence d'infrastructures linéaires, des études en amont par GRAPHA permettent d'orienter le travail de terrain qui va être mené ensuite pour affiner les modèles. Et donc d'éviter de faire du terrain sur des milliers de kilomètres de réseau et juste de cibler correctement les efforts de prospection terrain. En vous écoutant, quel est le lien entre ces outils et le développement de l'agriculture urbaine? Je ne sais pas forcément comment répondre à cette question, sachant que l'agriculture, enfin, l'agriculture est vraiment traitée dans les modélisations en tant qu'habitat. Par contre, pour l'agriculture urbaine, comme elle peut prendre de très vastes formes, en passant par des potagers, des micro-potagers en pied d'immeuble, des toitures très productives en hydroponie, etc. Je pense que il est difficile de faire ce lien aujourd'hui dans GRAPHA. Peut-être que demain, on pourra affiner la cartographie d'occupation de sol pour traiter ces questions-là. Je sais pas si... Parfois, on met espace vert urbain. Je ne sais pas si l'agriculture urbaine pourrait rentrer dans cette catégorie, peut-être. Probablement. Je pense que c'est en fonction des enjeux aussi. Je pense notamment si un jour on doit étudier la connectivité, enfin la dispersion d'oiseaux urbains ubiquistes, on pourra peut-être essayer d'affiner la contribution de l'agriculture urbaine justement à la dispersion de ces espèces. Voilà, nous sommes arrivés à la fin des questions. Je pense que avec le retard que nous avons, nous pouvons terminer la session immédiatement. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci beaucoup à nos auditeurs pour leur écoute et leurs questions. Et nous vous souhaitons une très bonne journée et bon courage pour le confinement. Merci beaucoup. Merci.